Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, nous voici fidèles au poste et avec l'espoir que vous l'êtes aussi. Alors, pour le rire et pour la culture, que vos grosses têtes commencent. Bravo. La République, dont il dit pique-pendre, n'a pas de rancune puisqu'elle l'a décoré. Jacques Maillot. Cet éléphant confond volontiers l'arène politique avec un magasin de porcelaine. Bernard Mabille. Depuis qu'il a relu son livre de mémoire, il se sent plus cultivé. Thierry Roland. Grâce à lui, animaux et végétaux ambitionnent aujourd'hui d'être mangés par des convives de qualité. Jean-Pierre Coff. Homme de cœur, il a décidé d'héberger chez lui Fédo pendant l'hiver. Jean-Claude Brialy. Et notre invité d'honneur, que les auditeurs de RTL, ils ne sont pas les seuls, connaissent bien. Médecin des âmes et chirurgien des égos, il soigne aussi ses fréquentations. Philippe Labro. Philippe Labro, d'abord pour le plaisir des retrouvailles, dans un endroit qu'il connaît bien, dans une émission qu'il a eu à connaître, comme on dit au Palais de Justice, pendant une vingtaine d'années, à propos de la parution d'un livre dont je note que beaucoup de personnes, qui sont pourtant extrêmement bien disposées à son égard, maltraitent le titre. Oui. Vous l'avez noté aussi, oui, hein, parce que le titre, il est beau, un peu précieux, mais d'une correction grammaticale qu'on ne peut pas lui retirer. Je connais gens de toutes sortes. Eh bien, ça donne 8 fois sur 10, je connais des gens de toutes sortes. Oui, les gens n'ont pas compris que c'était un vers d'Apollinaire et qu'en français, on peut dire « je connais voyous et princes, je connais paysans et agriculteurs, je connais gens de toutes sortes ». Ça peut parfaitement se dire et s'écrire. C'est d'ailleurs curieux parce qu'on est dans une société, il n'y a qu'à voir les panneaux dans les endroits publics où on essaie de dire le maximum de choses avec le minimum de mots, et là, on en rajoute un. On en rajoute par inculture. Alors mon ami Jean-Louis Dabadi me dit « oui, en fait, il faut dire « je connais des gens de toutes sortes différentes ». Bon, alors, une autre remarque liminaire sont des portraits qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais ils sont comme le bon vin. Ils se sont, parce que c'était de bonnes années, bonifiés avec l'âge. Un seul portrait de femme, ce qui d'ailleurs dans cette émission de macho ne va pas provoquer de récrimination, hein. C'est une femme très importante. C'est la femme qui a dirigé et qui a présidé le Washington Post, le fameux journal américain à travers lequel, par le scandale du Watergate, le président Nixon a C'est ça, c'est la explosé, copine de Nixon. La copine de Nixon. Oui, peut-être parce que ces portraits dont vous dites qu'effectivement ils ont bien vieilli, je vous remercie, mais ils sont, je l'ajoute, accompagnés d'un texte de relecture. Oui, ça, dont on va parler, parce que les remords sont quand même très rares dans la littérature française. Alors pour une fois qu'il y a un auteur qui fait son mea culpa, enfin de toute façon, je vous dis, et pas seulement en vous regardant, mais après avoir lu ce livre, vous avez de beaux restes. Est-ce que je peux vous retourner le compliment? Alors avant de revenir au livre, un peu de politique, et aujourd'hui on est plutôt gâté avec le retour de Monsieur Schiller, qui est vraiment un homme d'ordre et d'habitude, comme tous les 7 ans, à chaque présidentielle. Alors il y a eu d'innombrables papiers, mais dans celui du Parisien, qui est important parce que il y avait à côté de Didier Schuller, le journaliste de cette rédaction, il y a une révélation. Il a dit, Schuller, que tout ça n'était pas clair, Marie Laforêt non plus, et il a ajouté « et dire que j'étais amoureux d'elle quand j'avais 16 ans ».
Elle chante encore? Ah oui, elle n'est pas morte. Là, j'ai l'impression qu'elle fait plutôt chanter qu'elle ne chante. Non, mais ça c'est n'importe quoi. Mais le fils, c'est pas le Clair. Le fils Non, Souleur. non. Parce que je l'ai vu à la télé. Mais le fils, il habite chez Marie Laforêt. Ah, bon? elle fait gardien d'enfant alors. Et lui, il habite à côté de Sirven. Alors lui, il est la cellule d'avant Sirven, Ouais. et il est arrivé juste un an après Sirven. Après Sirven, ouais. Donc Alors, vous rappelez. c'est Sirven qui va faire son Ils vont éducation. jouer aux cartes. Ouais, ils vont jouer aux cartes. Ils vont Ils faire sont plein de trois, trucs. il y a Papon, Sirven Et ils attendent Souleur. Colonna. Là, ils peuvent attendre encore un moment. Il n'y a plus de place, paraît-il. Le coin des VIP est complet, là, maintenant. Bah, hippie, ça veut dire quoi? Ils mangent mieux, ils ont une chance. D'abord, ils sont seuls. Oui, ils sont Ensuite, seuls. ils ont Alors, la on fait le ménage. télévision. Ils n'ont pas le câble parce qu'ils ont des chaînes, ça ferait double emploi. Mais il y a eu du sport dans la cellule de Sirven hier, puisqu'il devait comparaître devant le juge des libertés, improprement nommé, puisqu'il le maintient en prison encore pour 4 mois, et il n'a pas voulu y aller. Il a fallu l'extraire de force, Oui, Sirven. il est assez cabochard. Il n'a pas avalé la clé de la cellule, non? Ouais. Non, il avait déjà avalé la mémoire de son téléphone. C'est pour ça qu'il licencie chez J'aime Plus, d'ailleurs. À force d'avaler des cartes, le marché s'effondre. Et pour en finir avec Mais enfin, il a l'univers... dit l'autre hier matin, après 4 heures d'inter... Il a reconnu... Tu as peur? Non. Ah bon? Je suis très ami avec Marie Laforêt, c'est tout. Non, mais il a rien dit. Il dit qu'il a rien donné au RPR. Il avait tout placé au Crédit Lyonnais, et puis voilà. Pour en finir avec l'univers carcéral, il y a 60 candidats à la réclusion volontaire qui se sont déjà manifestés à l'appel de M6 pour le prochain Love Story. Mais ceux-là, Ils vont remettre ça? Ils vont remettre ça. Ah. Ils vont remettre ça. Ça manquait un peu, je trouve. Mais ça va pas se passer à la santé, le prochain, si. Non, mais attendez, ils seront quand même enfermés pendant 2 ou 3 mois, comme s'ils avaient commis un délit grave. Alors, quelle est votre réaction devant cette affaire Schuller, Philippe Labro? Je m'interroge, comme tout le monde, sur l'opportunité. Pourquoi ça arrive maintenant, à 2 mois des présidentielles, premièrement. Deuxièmement, effectivement, le rôle, vous avez raison de le mentionner, étrange et pas clair, du fils. Il a quand même dénoncé son père. Alors peut-être a-t-il toutes sortes de raisons, on ne peut pas le juger. On dit que c'est parce que le papa lui donnait plus d'argent de poche. Oui, enfin donc, encore une fois, il y a un nombre de motivations que nous ne connaissons pas, qui sont C'est pas fou fortes. comme l'argent gâche à la fois la famille et la politique. Il serait dans une secte, c'est ça? Oui, enfin... C'est ce que prétend son père, oui. oui, la secte de Marie Laforêt. Ouais. L'ordre du temple Schuller. L'arbre qui cache la forêt. Première citation. Qui a dit, demande messieurs Alain et Bruno Folenfant, qui a dit, le bac c'est comme la lessive. On mouille, on sèche et on repasse. Des proches? C'est des proches. Bonne réponse de Thierry Roland. Thierry Roland, c'est un bel exemple de culture grâce aux grosses têtes. Car quand ses parents nous l'ont amené, il savait à peine lire, il savait pas du tout écrire, mais il avait déjà publié 3 bouquins. Et aujourd'hui, c'est un homme différent, neuf, C'est le frère de Loana. L'enfant que Loana aurait fait à Jennifer. Voilà, exactement. On parle de Thierry Roland dans le Figaro ce matin. Et je sais pas si vous n'avez pas lu. Non. C'est dans la page de télévision. Ouais, c'est les duos. Il est question des couples de l'écran. Alors, on voit Thomas Hugues et Laurence Ferrari, et vous avec Jean-Michel Larquet. Oui. Alors, La attention, Hugues et Ferrari, ils sont mariés. Ouais, nous, on veut pas d'enfants tout de suite. Nous, on veut encore profiter. Ça passe pas? Non, mais on veut profiter l'un de l'autre. Tu dois comprendre ça quand même. Pas vraiment, non. Ah bon? Ah bon? Mais c'est un beau couple. Il y a combien de temps que vous êtes ensemble? On commente ensemble depuis 22 ans. Ah, dis donc. Ouais. Oui, pas Mais d'enfant, c'est je quand le même- connais depuis plus de 30 ans. Ah, oui, c'est une vous vieille avez- maison. vous êtes des amis d'enfance. C'est-à-dire, vous Ah avez oui, je l'ai connu en culotte courte. vous avez été d'abord fiancé pendant 8 ans. Oui. C'est ça. Mais il n'est pas difficile. Pourquoi? Non, je sais pas. Bon, écoutez, faut pas se limiter à l'aspect physique. Peut-être que... Ça compte quand même quand vous allez au lit. Ah ouais, mais
Eh, tu sais pas ce que c'est. Je vais te dire, Jean-Mimi, Thierry, là. t'as jamais vu un truc pareil. Ça te fait quand même rêver parce que tu en parles chaque fois. Tu ne peux pas évoquer le nom de Larquet sans aborder la taille du sexe du monsieur. Mais oui. C'est quand même très très curieux. Mais oui, Vous parce nous que- avez dit que- si tu permets. C'est la plus... À la dernière mi-carême, il s'était déguisé en pompe à essence. Mais il peut, mais c'est la plus belle blanche que je connaisse. Hein. Ah bon? Pourtant j'en ai vu, hein. Parce que je peux te dire que des Je te vestiaires... fais confiance. Ah, des vestiaires, j'en ai fait, hein. Mais j'ai jamais vu un truc pareil. Pardon, mais vous le voyez à quelle occasion, le truc pareil? C'est pas quand vous commentez le match. Ah non, mais bon. Sous la douche. Oui. Bah oui, parce qu'il joue toujours, hein, Jean-Mimi, hein. Et vous aussi? Ah non. Il moi, joue j'ai trouvé- avec. Avec, oui. Ah non, moi, ça dépend. Hein. J'ai entendu, Philippe, une petite histoire cette semaine, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est un monsieur qui autorise son épouse à aller passer une semaine toute seule dans un camp au Club Méditerranée en Afrique. Alors la jeune femme y va, elle arrive le lundi, et le lundi soir, elle rencontre un somptueux Africain. Ils font connaissance, et ma foi, ça se passe très très bien. Et le lendemain matin, il y a la jeune femme qui dit « Écoute mon chéri, on a passé une nuit extraordinaire, j'aimerais que tu me dises ton prénom. » Et le noir lui dit « Non, je ne te dirai pas mon prénom parce que tu vas te moquer de moi. »« Ah non, je te promets. Non, je ne te le dirai pas. » Le mardi, ça continue, le mercredi aussi, le jeudi aussi. Et tous les jours, elle lui demande de lui dire son prénom. Et le noir, il dit « Non, je ne te dirai pas parce que tu vas te moquer de moi, tu vas aller et tout. Non, je ne veux pas. » Et le vendredi arrive et elle lui dit « Écoute, là, je me rentre à Paris demain. J'aimerais quand même connaître ton prénom. » Et il lui dit « Non, je ne te... Ah, écoute. » Bah, puis elle insiste tellement, il dit « Bon, écoute, je vais te le dire, mais promets-moi de ne pas lire parce que c'est trop dur pour moi. » Et le noir lui dit « Ben voilà, je m'appelle Neige. » Et évidemment, la bonne femme, là, elle éclate de rire et tout. Il dit « Tu vois, je te l'avais dit que tu allais te moquer de moi. » Non, mais elle dit « C'est pas ça, elle dit. C'est que quand je vais rentrer à Paris et que mon mari va me demander comment ça s'est passé ma semaine africaine et que je vais lui dire que je l'ai passé sous 30 cm de neige, ça va lui faire drôle. » Vous aviez raison, Thierry Roland est devenu très cultivé. Un peu salace, mais Non, très je mignon. note dans votre livre, Philippe Labro, une salacité, une seule, Ah oui. mais qui, sous votre plume, m'a surpris. C'est à propos du portrait de Rocard, et vous rappelez, ça c'est une notion beaucoup plus récente que l'entretien que vous aviez eu à l'origine avec lui, qu'on lui a posé une question assez indiscrète récemment dans une émission de télévision. Oui, on lui a demandé si Sucé s'était trompé, et j'ai simplement me suis permis de dire que, regardant Rocard à la télévision répondre, et disant non, avec un sourire un peu embarrassé, j'ai Enfin, c'est un moi-même... beau sujet de débat quand même, hein. J'ai moi-même été embarrassé par la présence de l'ancien Premier ministre de la France dans une émission qui, par ailleurs, a certainement beaucoup de talent et beaucoup de public, mais il m'a semblé que c'était pas sa place et j'ai cru voir sur son visage qu'il se disait « mais qu'est-ce que je fous ici ?» Sinon, effectivement, je comprends que de votre part, Philippe, ce soit une question métaphysique très importante à laquelle vous n'avez jamais pu répondre. Ça fait partie des questions qui permettent de découvrir un personnage. La preuve, c'est que vous avez senti qu'il était embarrassé à ce moment-là. Oui, c'était embarrassant. Oh, c'est pas méchant. C'est Hein. pas méchant, mais pardon. Attendez, le Premier ministre de la France, vous parlez comme Fabius face à Chirac. L'ex-premier ministre de la France, à l'époque, quand je l'avais rencontré présidentiable, il se voyait président de la République, Michel Rocard. Bon, il s'est retrouvé dans une émission de télévision, on lui parle de fellation. Donc c'est ça le destin des hommes. Mais avant d'être un homme politique, on est un homme. Et certes. Je comprends pas, Philippe, vous n'aimez pas ça? Ça vous embête? Vous n'aimez pas ça? Autant que vous, mon cher Jean-Paul. Ah, bon, alors ça va. Vous imaginez Michel Droit demandant au général, est-ce que vous pensez que Sucé s'est trompé? Eh bien, mon cher Michel Droit, peut-être. Bon, pour montrer quand même à Philippe Labro, qui ne doit pas être dupe d'ailleurs, qu'il y a des gens éminents qui ont un certain goût de la gaudriole, je voudrais lui faire réentendre une petite histoire racontée ici même, voilà une quinzaine d'années, par Jean d'Ormesson. J'ai entendu l'autre jour, j'étais dans un restaurant. Il y avait un groupe de gens, 60 personnes, tout le monde se précipite aux toilettes. Et à notre stupeur, on voit une dame qui arrive
dans les toilettes des messieurs. Et elle nous explique en minaudant, « Ah, je viens ici parce que il y a moins de queue ici. » Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Et il est heureux, notre académicien. Et il est venu ici même, voilà quelques jours. Il a raconté une histoire. Des histoires flatulentes, mais fabuleuses, hein, fabuleuses. Et il jubilait, hein. Ah oui, non, il a un goût de la vie extraordinaire, Jean d'Ormesson. Et sur son visage, quand même un peu ridé aujourd'hui, on voit tout le temps, et surtout dans ses yeux, l'enfant, l'adolescent. Moi, j'adore ça. On reconnaît cette dynamique, cet amour de la vie. Hein. Dans tous ses bouquins, d'ailleurs, ça se voit. Il ne parle que de ça. Il aime la vie, et il aime rire. Il est coquin. Hein? Il est coquin. Oh, comme disait mon ami Jean Eskenazi, il a fait du chiffre. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec aujourd'hui Jean-Claude Brialy, Thierry Roland, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Jean-Pierre Coff et l'invité d'honneur Philippe Labro. Deuxième citation soumise par M. Pintard de Vichy qui a dit « La statue de la liberté est la seule femme que j'ai vraiment pénétrée ». Woody Allen? C'est Woody Allen. Oh là là. Oh, Thierry Roland est là. Comme on dit dans votre jargon, vous revenez très fort. Hein, là. Oh, mais il y a des amphétamines là-dessous, c'est pas possible. 2-0, la balle au centre. J'ai gardé, parce que c'est toujours l'insoutenable attente, à votre intention, un petit articulet qui dit que Philippe de Villiers va encore reculer jusqu'au 17 février, le moment de prendre une décision définitive pour la présidentielle. C'est trop dur d'attendre. C'est dur, hein. Pour nous, c'est... Vous croyez qu'il allait rejoindre Chevènement? Non, et alors il dément, il dit qu'il ne roule pour personne. Ils ont dîné ensemble quand même. Ah bon, on peut dire... Oui, mais dîner, c'est pas coucher. Oui. Chevènement, c'est extraordinaire, hein, ce qui lui arrive. Ah oui. Alors, il y a, beaucoup. et vous pensez bien que je n'allais pas rater cette occasion d'en parler avec Philippe Labro, il y a dans La Croix un article assez savant du psychanalyste Philippe Grimbert sur le rapport entre la montée de Jean-Pierre Chevènement dans les sondages et sa descente aux enfers il y a quelques années. Ça me semble une évidence, puisque pour les gens, il est celui qui revient de l'enfer. On l'appelle le miraculé de la République. Mais c'est un miracle. J'ai longuement parlé avec lui, puisqu'on a vécu, moi, de manière moins intense, mais enfin, à peu près la même expérience, c'est-à-dire le passage pratiquement de l'autre côté. Et je dois dire que c'est miraculeux ce qui est arrivé. D'ailleurs, les médecins le disent eux-mêmes, parce que, bon, moi, j'ai jamais eu qu'un coma un peu sérieux, et j'en suis sorti au bout de 8-10 jours. Il est resté combien de temps comme ça, dans un coma total? Il y a même eu un arrêt cérébral et cardiaque. C'est extraordinaire. Donc, il revient d'ailleurs. Un homme qui revient d'ailleurs, tout d'un coup, se différencie, Philippe, des autres hommes politiques, même s'ils ont par ailleurs beaucoup de qualités. Et je pense, là encore, on parle des portraits des visages, que ça se voit et ça se lit. Il y a un sourire chez Jean-Pierre Chevènement qui est celui de l'homme qui, de toute façon, se dit « tout ça n'est pas grave ». C'est pas ça qui est important. Et en même temps, puisque j'ai failli tout perdre, eh bien, alors j'y vais. Mais tout gagner. Voilà, et je vais à l'aventure. Il est quand même totalement différent des autres de par ce fait-là. Évidemment, Ah oui, bien sûr. Il a vécu ce que personne n'a vécu vraiment. Non, personne. Et sans aucune séquelle. Parce que... Ah non, aucune. Même au niveau érectionnel, ça fonctionne encore? Ah, Il a une jeune femme. il a une séquelle grave, quoi. Il est des démangeaisons de destin national. Ah oui, ça Oh là là, vous savez que ça gratte, hein, ça. Oui, ça fait... Mais C'est une maladie assez répandue en ce moment, vous pourrez le constater. ça doit être contagieux. Il n'est pas tout seul. J'ai remarqué que deux politiciens qui se serraient la main passaient l'un à l'autre. Alors, le psychanalyste Grimbert dit que il possède cette sorte de savoir absolu propre à ceux qui sont revenus du royaume des ombres. Il y a vraiment un savoir, quelque chose qu'on a appris. Je ne crois pas qu'il y ait un savoir. Je crois qu'il y a, encore une fois, ce que je disais il y a un instant, un autre regard sur la vie, sur soi. Détachement. Oui, une capacité de mieux relativiser, Jean-Claude. Donc justement, savoir ce qui est grave et ce qui n'est pas, ce qui est important, ce qui n'est pas, et aussi, puisqu'on a beaucoup souffert, puisqu'on a eu très peur, on comprend mieux la souffrance des autres et la peur des autres.
Et donc c'est un plus. Mais comment est-ce qu'on peut avoir peur puisqu'on ne sait pas ce qui se passe? Ah si, quand même. Mais on a une peur rétroactive. Non, on a alors. peur pendant que ça se passe. Parce que vous avez quand même, sauf si vous êtes dans un coma total, vous avez un semblant de conscience. Et donc vous avez des effluves qui vous arrivent et qui vous disent tu vas mourir. Donc il y a une peur de la mort. Il y a une peur de partir, il y a une peur de perdre les êtres chers, tout de même. Hein. La mort, ça fait peur. Oui, mais il y a Surtout quand aussi vous des dites, témoignages. c'est pas l'heure. Il y a des témoignages qui disent qu'on voit une espèce de lumière et on accède à la sérénité. À un autre moment, oui, parce que vous savez, dans des affaires comme ça, c'est pour ça que j'ai appelé ça la traversée dans un de mes bouquins, il se passe beaucoup de choses, c'est comme sur la mer, parfois c'est calme, parfois il y a la tempête, c'est vrai, et il y a des milliers d'exemples, des milliers de témoignages de gens qui ont à un moment donné de leur traversée dans le service de réanimation, cru ou voir un semblant d'un tunnel de lumière avec une espèce d'atmosphère de bonheur, de paisibilité, de sérénité, qui est peut-être le désir et le souhait qu'on a de ce que ça sera après. Moi, j'explique Qui est ça peut-être une promesse. de façon plus terre à terre, parce que bon, cet océan de lumière et la certitude qu'on n'aura pas à payer soi-même la note d'électricité. C'est Jean-Claude Bourret qui voyait des lumières de temps en temps. Oui. Ça, assimilez-moi à Jean-Claude Bourret. C'est un bienheureux, lui. Ah bah oui, la sérénité totale. Totale. Je l'ai rencontré, Bourret. Il est très dégrisé. Hein. Sur RTL jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard, Jean-Claude Brialy, Thierry Roland, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Jean-Pierre Coff et l'invité d'honneur Philippe Labro. Est-ce que vous souscrivez à cette définition d'Art Buchwald? Quand un journaliste interviewe un autre journaliste, c'est comme quand on danse avec sa sœur. Oui, c'est à peu près ça, c'est que vous êtes quand même ma petite sœur, Philippe. Oui, Ah, la autre chose. je suis votre sœur aînée. Est-ce que la relecture critique de textes écrits 20 ans plus tôt incite à l'humilité ou à la nostalgie? Aux deux. La nostalgie parce qu'on se dit, au fond, j'ai connu cet homme, j'ai connu cette femme, j'ai vécu des moments intéressants, ils sont plus là, parce que la plupart, enfin, une grande partie ont disparu. Mais en même temps, oui, l'autocritique, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas tout dit, qu'au fond, on s'était trompé sur telle expression. Par exemple, quand j'ai rencontré François Mitterrand, j'ai été frappé par la pâleur de son visage, par le fait qu'il regardait souvent l'horloge, qu'il m'avait accordé très peu de temps. Il regardait l'horloge parce qu'il regardait pas sa montre. Et puisqu'il n'avait pas de montre. Il n'avait pas de montre. Mais son attitude vis-à-vis du temps, son comportement, la pâleur de son visage et tout, aurait dû me faire comprendre ce que Paris commençait déjà à raconter, qu'il était très malade. Je l'ai pas du tout mis dans mon papier. Donc c'est pour ça que le texte de relecture me permet de parler de lui d'une autre manière. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas croque-mort, hein? Non. Il arrive que certains soient les deux. Mais justement, à propos de François Mitterrand, il y a tout un paragraphe sur la façon dont il était vêtu, et c'est fait d'une façon extrêmement détaillée et précise, et ça m'a amené à me demander d'où venait votre fascination pour la façon dont s'habillent vos interlocuteurs. Eh bien, je pense que tout parle. Tout est langage, tout est signe. Et la manière dont quelqu'un s'habille peut expliquer aussi qui il est. Son goût, son manque de goût. Pour qui il veut se faire prendre. Ou pour qui il veut se faire prendre, très bien. Mais ça aussi, ça signifie quelque chose. S'il joue une comédie, laquelle et pourquoi? Et d'autre part, j'ai remarqué une chose, c'est que depuis l'avènement de la télévision, ça fait maintenant un long moment, les journalistes de la presse écrite ne visualisent plus rien. Ils ne vous font plus voir. Ils vous disent, j'ai rencontré, Philippe Seguin, Michel Platini, mais ils vous disent pas comment il est habillé ce jour-là, s'il avait une bonne tête ou pas. Et donc, je pense que les détails vestimentaires, les gestes, les objets, les accessoires, ça compte aussi quand on fait un portrait. C'est quoi un portrait? On montre quelqu'un. Par exemple, si on pouvait vous voir, Philippe, on noterait que vous avez une très belle chemise rose, que votre cravate est princière. J'ai fait des efforts pour vous accueillir. Oui, je vous en remercie. Que vous avez l'élégance de ne pas porter vos décorations à la boutonnière. Et pour cause. Mais vous non plus. Mais oui, et pour cause. Vous avez plus de mérite que moi, si je puis dire. Oui, mais il y a aussi ce qu'on ne voit pas. Je me souviens d'une interview que j'avais faite de Robert Pandreau à une époque où il était le ministre de la police. Ouais. Bon. Et dans son bureau du ministère de l'Intérieur, pendant tout notre entretien, il avait ses mains sous le bureau. Bon, comme il avait dépassé l'âge des plaisirs solitaires, j'ai imaginé qu'il avait des manettes, des boutons, qu'il renseignait ses collaborateurs. Et puis, il y avait plein de mouvements nerveux sous le bureau en même temps.
Et au moment de partir, mine de rien, j'ai fait le tour du bureau et j'ai vu qu'il y avait devant lui un tiroir ouvert et à l'intérieur de ce tiroir, une trentaine de trombones littéralement massacrés. Ben voilà, mais attendez, c'est un détail formidable, ça. Voilà le journalisme. Vous avez observé quelque chose que le Pékin moyen n'observe pas et qui signifiait que c'était un homme qui, malgré ses allures de densité, de massivité, de tranquillité et tout, était dévoré par l'angoisse. Donc voilà, très belle réflexion journalistique. Bravo, Philippe. Mais vous avez du talent. Hein. Ben, c'est quand même pas mal hein, de voir des patrons donner des leçons aux petits comme ça. Je trouve ça assez savoureux. C'est rare. Ça, c'est une aide très précieuse, Philippe Labro, que vous venez d'apporter là. On s'en servira. Alors, une question de sport pour vous permettre de briller encore, mon cher Thierry. Question de monsieur Pougnoff de Cambrai. Lors des compétitions officielles de natation, à quoi sert la corde qui est tendue au milieu, transversalement, au-dessus de la piscine ? Pour les faux départs. Oui, exactement. Arrêtez les nageurs quand il y a un faux départ. Eh bien, nous avons la confirmation que vous êtes un excellent journaliste sportif. Pardon, moi qui suis un néophyte dans votre entreprise, les grosses têtes, parce que ma confirmation, c'est qu'à part Thierry Roland, personne ne répond à vos questions. Vous n'avez pas Roland et vous n'avez pas d'émission. Il n'y a que des questions de culture et de sport. Non, mais ça, c'est tout à fait... Ça arrive une fois par an, c'est parce que tu es là. On l'a surnommé Petit Robert, d'ailleurs. Il devrait mettre une corde autour du Charles de Gaulle, parce que les faux départs, il est habitué. Vous avez vu qu'il est de nouveau... en panne, pas en cale sèche, en panne, mais il va pas bien. Non, il est rentré dans un port, on ne sait pas pourquoi faire. La grippe, il a dit. Mais emmerdement là-bas. Enfin, il vaut mieux qu'il rentre dans un port que dans un autre porte-avions. Mais ils n'ont pas vu Ben Laden. Hein. Non. On n'a plus de nouvelles. Maintenant, on ne parle plus que de Schuller et pas du tout de ces gens-là qui étaient passionnants quand même, monsieur Laden. On en parle quand même en Chine. Ils vendent un chewing-gum à l'effigie de Ben Laden. Ah, c'est bien. Oui. Et ça me donnerait marche pas très envie bien. de mâchouiller ce truc-là quand même. Et à Londres, on vient d'inaugurer la statue au fameux musée Tussaud, la statue de cire de George Bush. Et alors, je ne sais pas si c'est les organisateurs ou des plaisantins qui lui ont mis un gros paquet de bretzels dans les mains. Il y a une histoire avec Ben Laden là qui circule en ce moment. C'est un matin, il y a Ben Laden et le Mollet Omar qui sortent chacun de leur blocos. Et ils se voient tous les deux. Et puis il y a Ben Laden, il fait avec ses deux doigts il fait deux comme ça. Oui, ça c'est télévision. Oui, ça, bah oui, je sais, oui. Et en tremblant, il fait comme ça. Alors il y a le Mollet Omar qui fait, on a gagné ? Il fait non, mais on n'est plus que tous les deux. Elle est mignonne. Mais vous savez qu'ils l'ont retrouvé, Ben Laden. Il se cachait dans une automobile dans la boîte afghan. Eh ben, vous êtes grosse tête d'honneur, cher Philippe Labro. C'est le genre d'à peu près que nous aimons beaucoup. Un peu de culture, s'il vous plaît. Il se trouve qu'un quotidien helvétique à l'enseigne de Le Temps a décidé de taxer pendant tout le mois de février et à hauteur de 5 francs suisses chaque faute d'orthographe ou de syntaxe de ses rédacteurs. Alors je pense que c'est une grande victoire, n'est-ce pas, Bernard Pivot ? Oui, c'est une mesure tout à fait exceptionnelle. Vous savez qu'il y a une révolte aussi de la rédaction contre cette mesure qui a été imposée d'en haut. Alors, je me suis dit que tout dépend de la manière dont on l'a annoncé à la rédaction. Ça aurait pu être d'un commun accord entre les rédacteurs, la rédaction en chef, en disant écoutez, nous faisons un peu trop de fautes, eh bien participons ensemble à un effort soutenu avec quelques petites amendes et avec le fruit de ces amendes, nous ferons un grand festin dans quelques semaines. Ou alors, je sais pas, ils sont tombés sur un rédacteur en chef à Cariat qui leur a dit prenez une feuille et un stylo et écrivez nous sommes tous des illettrés, des gens foutres et des nullards en orthographe. Alors évidemment, comme ils ont probablement tous fait une faute... Comment vous écrivez, Jean Foutre ? Jean Foutre, justement, Jean Foutre, c'est J-E-A-N, trait d'union foutre, et c'est un
invariable. Et c'est invariable. Alors illettriste, probablement ils ont oublié un L ou un T, et puis à nulard, il faut 2 L aussi. Donc évidemment, là, si le rédacteur en chef agit ainsi, ils sont très vexés, d'où la rébellion de la rédaction. Bon, mais enfin, c'est une victoire pour vous, puisque c'est une victoire de l'orthographe, une victoire de la syntaxe. Évidemment, si on faisait ça dans tous les journaux français, ça diminuerait le pouvoir d'achat des journalistes, hein. Bien sûr, mais en plus de ça, c'est que ça diminuerait aussi la pagination des journaux, parce que les journalistes refuseraient d'écrire, et dans ce cas-là, on se retrouverait avec des blancs considérables dans la presse. Mais Bernard, est-ce que dans le temps, il n'y avait pas toujours, dans les hebdomadaires et dans les quotidiens, des correcteurs? Oui, alors... Je pense à Yves Gibault, par exemple, qui était à l'Express pendant des années et des années. Il n'y en a plus beaucoup, hein. Il y en a encore quelques-uns, mais... Non, il y en a le chef des correcteurs du journal Le Monde, qui s'appelle Jean-Pierre Collignon, qui est un homme très remarquable, qui a une science inouïe du vocabulaire, de la syntaxe. Alors, moi, j'ai un souvenir quand même sur ces histoires de fautes d'orthographe. Quand j'étais jeune journaliste au Figaro littéraire, au rond-point des Champs-Élysées, vous vous en souvenez, bien entendu, Philippe Bouvard, parce que vous en avez parlé dans le dernier Figaro magazine, eh bien, il y avait, d'un commun accord, donc ça venait pas d'en haut, d'un commun accord, nous avions décidé, lorsque nous commettions un barbarisme, un solécisme, lorsque nous faisions une conjugaison un peu atroce, eh bien, de cotiser, donc, volontairement. Il y avait je sais plus quelle était, c'est une somme dérisoire, mais avec cette somme dérisoire, 3 mois après, nous avions fait un petit festin pour nous moquer de nos propres fautes d'orthographe et de syntaxe. Donc, pourquoi ça a été abandonné, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je me souviens très bien de l'effet, c'est que aussitôt nous avions consulté beaucoup plus les dictionnaires que nous le faisions auparavant. Merci Bernard Pivot, et bravo pour être, même involontairement, à l'origine de ce sursaut. Merci. Je connaissais le correcteur du bouquin de Loana. Il est dans le coma, là, depuis surmenage. Est-ce qu'elle va faire une suite? Il va peut-être pas revenir. Moi, j'ai aimé le bouquin de Loana et j'ai trouvé très astucieux d'intituler Miette, une histoire de Mich. Ah oui. Ne quittez pas, je vous passe vos correspondantes. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jean-Claude Brialy, Thierry Roland, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Jean-Pierre Coff. Et l'invité d'honneur, c'est Philippe Labro. Vous est-il arrivé à la fin d'une interview d'avoir l'impression de vous être attaqué à un faux bon sujet? Alors, pas parmi les portraits que vous publiez, qui sont par définition les meilleurs, mais il vous est arrivé de dire « Oh ben non, vraiment, il a rien à dire, ou il le dit très mal, je me suis trompé ». Oui, ça m'est arrivé. À propos de qui? Je vais pas vous le dire. Je pense que la courtoisie, la vertu, c'est aussi Oui, on sait qu'on s'est trompé. Peut-être que d'ailleurs c'est moi qui me trompais, qui n'avais pas su interroger. Oui. Mais il m'est arrivé dans des interlocuteurs ou des interlocutrices dont je me disais, mais au fond, c'est pas du tout. Justement, alors dans quelle proportion la qualité d'un portrait dépend-elle de la personnalité du modèle et du talent du peintre? Je crois que c'est les deux. Je crois qu'il faut qu'il y ait quand même un échange, qu'il y ait une compréhension. Il faut arriver en sachant quelque chose. En ayant lu ces fiches, en ayant lu les bouquins de ces gens-là, s'ils sont des écrivains, ou en connaissant un peu leur vie, ou des citations, des choses qu'ils ont dites ou faites. Donc il faut arriver avec un bagage. Il ne faut pas que la première phrase soit pour dire qu'est-ce que vous faites dans la vie. Non, ou pour dire ce que j'ai souvent entendu. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, ou plutôt... Quelle question voulez-vous que je vous pose? Donc, il y a quand même un minimum de travail professionnel quand vous arrivez face à un interlocuteur, surtout quelqu'un de célèbre qui a fait des choses. Il y a la célèbre question d'une de nos concerts de la radio, Paul Claudel, et qu'est-ce que vous nous préparez de beau, mon cher maître, qui peut toujours passer. Oui, mais qui démontre qu'on est face à quelqu'un qui n'a effectivement aucun talent professionnel. Donc, vous avez raison, l'interviewé n'a pas plus ni moins de talent que l'intervieweur. C'est un dialogue. Est-ce que vous avez regretté parfois de ne pas avoir posé certaines questions? Bien entendu. Il m'est arrivé d'être trop courtois, peut-être trop poli. Et en même temps, je vais vous dire, Philippe, je n'aime pas la provocation ou l'agression. Et je pense que si des gens ont leur jardin secret, ou si je sens chez eux une certaine pudeur, ou une manière de dire, écoutez, là-dessus, je ne veux pas trop en parler, j'irai pas trop loin. Mais ça, c'est pour le portrait. Si vous faites un travail d'investigateur, de reporter, d'enquêteur sur une affaire policière, ou politique ou autre, alors là, il faut poser toutes les questions. Mais ça, c'est une autre facette du métier. Jean Dutour, bonjour. Comment ça va? J'ai appris que notre cher Labro était là. Oui. Bonjour Jean Dutour. Bonjour Philippe, comment ça va? Et vous-même? Je suis ravi de vous entendre. Mais moi aussi.
Qu'est-ce qu'ils sont courtois. Eh ben, on est comme ça, voilà, on est comme ça. Merde alors, c'est incroyable. On n'a pas le droit, non? C'est pas à la cour d'Angleterre qu'on entendrait des choses comme ça. Ah oui. Une question de Madame Tolson de Calais. Quel est le montant du prix Renaudot? Je crois que c'est 0 centime. Il y a quand même quelque chose. Ah, un déjeuner. Un déjeuner offert au lauréat. Bonne réponse de Jean Dutour. Et le Goncourt, c'est 50 francs, ancien. Que généralement le lauréat ne touche pas. Parce que... Mais alors, il n'y a pas que le Renaudot qui est payé comme ça, parce que moi j'ai eu le prix interallié jadis, il y a fort longtemps, et c'était aussi un déjeuner. Oui, mais c'est un déjeuner très sympa, je l'ai fait aussi. Je l'ai eu beaucoup plus tard, et c'est vrai, on fait ça avec les autres jurés, et c'est un jury, le jury interallié, très sympathique. Très sympa. On chante, on fait les cons. Ah oui. Enfin, il y a un écrivain qui chante et tous les autres qui déchantent. Hein. Oui, mais cela, on s'en fout. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Quelle est la plus ancienne société littéraire d'Europe? C'est où, en Italie ou en France, non? C'est en France. C'est en France, alors c'est les Jeux Floraux, probablement. Oui, c'est l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Une deuxième bonne réponse de Jean Dutour. Bravo, merci, à demain. Et Madame Buffet qui s'est fait entarter, vous avez vu ça? Elle était mieux maquillée que d'habitude. Ça s'est passé à Porto Alegre. Qu'est-ce qu'elle allait foutre là-bas? On a l'impression qu'elle a été dessinée par son homonyme, Madame Buffet. Oui, un peu. Oui, Par le Bernard. pain. Là, c'est le l'AARG, les apprentis agitateurs pour un réseau de résistance globale, qui lui ont projeté en pleine figure un énorme gâteau qui avait la taille d'une assiette. Le type qui lançait ça lui a lancé en même temps cette réplique: ça n'est pas pour toi, Marie-Georges, c'est pour le gouvernement. Elle a répondu: c'est peut-être pour le gouvernement, mais c'est moi qui la reçois. Mais elle a l'habitude. C'est historique, ça. Elle a l'habitude de recevoir des trucs. Vous vous rappelez au Stade de France pour France-Algérie? Elle s'en est pris des canettes quand même, hein. Elle était là, calmez-vous, je suis la ministre des Sports, calmez-vous. Madame Buffet. Non, mais c'était pas elle, c'était surtout Guigou qu'on avait pris. Oui, mais elle aussi. Ouais, mais... Oui, elle a pris. Elle aussi, et Jospin aussi. Ils finiront la foire du trône, ces gens-là. S'ils n'y sont pas déjà. Quelle différence, demande Monsieur Marandon, entre la soque et le coturne? C'est pour Coff, ça. Ben non, parce que c'est une chaussure. Oui, mais ce ne sont pas n'importe quelles chaussures. Mais coturne, il y a des lacets, il y a des... Ah, Monsieur Brialy, vous êtes directement concerné. Chaussures de théâtre. Des chaussures de théâtre. Alors, chaussures de théâtre, mais qui indiquent chacune quelque chose. Coturne, c'était pour la tragédie. Exactement. Et soque, c'était pour la comédie. Et la soque pour La comédie. la comédie. Eh bien, Bravo. c'est une Bravo. bonne réponse de Jean-Claude Brialy. C'est quand même extraordinaire que Thierry Roland n'ait pas pu répondre. Bon, heureusement, il n'est pas partout. Thierry a fait d'énormes progrès, mais enfin, il reste quand même dans sa spécialité. Et puis, il y a des mots qu'il ne comprend pas. Hein. Oui, c'est vrai. Alors là, Il est quand même arrivé avec 2 livres. Hein. très sincèrement, soque et coturne, là, je connaissais pas. Oui, et vous aurez oublié dans 2 minutes. Hein. Non, parce que je retiens, j'essaye du moins. Vous notez pas? Non, je retiens. Ah oui. T'as jamais eu une aventure avec une actrice? Non. Menteur. Non. Ouais, mais pas des grandes actrices, Ah des oui, petites des actrices. moches. Non, pas des moches, des biens, mais qui faisaient des petits rôles. Puis Jean Mimi, il a des chaussures à crampons, lui. Ouais, ou des baskets. Non, parce Est-ce que, que vous avez vu 8 femmes, non? Non. Oui, bien sûr, oui, moi j'ai Alors, vu. ouais. Philippe, vous êtes fou de bonheur, parce que C'est 8 vrai femmes pour un spectateur tout seul, c'est formidable. Oui. Elles sont toutes épatantes. Le film Enfin, est réussi. il y en a qui sont pas des perdreaux de l'année, hein. Bon, écoutez, Voilà, tout de suite. Catherine Deneuve, Oui, mais elle vient de Daniel vous dire- Darieux qui a été sublime. Ah non, hein. bon, Daniel, c'est la grand-mère, mais, Ah mais oui. les autres, quand même, elles sont belles encore. Fanny Ardant, ça vous Les excite grands-pères n'ont pas Fanny beaucoup de Ardant. goût pour les grands-mères, hein. Faut quand même que vous le sachiez. Oui, mais enfin, si Fanny Ardant entrait chez vous, vous seriez quand même très content quand je Ah oui, oui. Je sais qui vous fréquentez. Eh chiche, on écoute les grosses têtes de Philippe Bouvard, Jean-Claude Brialy, Thierry Roland, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Jean-Pierre Coff et l'invité d'honneur Philippe Labro. Question de Madame Aimée de Couzon au Mont d'Or pour Jean-Pierre Coff. Ah. Qu'est-ce que la bouvardie? J'en ai aucune idée. Ça n'aurait pas un rapport avec les vaches du même. Bouvarde. Non, alors les bouvardes sont des vaches particulièrement actives sexuellement, qui différencient d'ailleurs pas le taureau de la vache. Ça n'a pas de rapport avec le hareng. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut plutôt orienter vos recherches du côté du règne végétal. C'est un C'est légume. une salade? Non. La bouvardie. Oui, ça s'écrit avec DIE à la fin.
Et ça se mange? Non, ça se mange pas. Ah bon? Non. C'est quoi, c'est une C'est façon, une maladie. Non, c'est pas une maladie. c'est une façon de cultiver le végétal, non? Oui, et Une ça, greffe. ça porte le nom de Charles Bouvard, qui était à la bravo. fois jardinier et médecin de Louis XIII. Une greffe, non? Quand Une il y a greffe, le, oui, les non greffes, le marcotage. C'est une fleur? C'est une fleur? C'est une fleur. Ah. Alors j'aimerais que vous me disiez à quoi sert cette fleur. L'apiculture. Faire des tisanes? pour le- Non, C'est une fleur qu'on offre. une fleur qu'on offre. Pour la Saint-Valentin. Un peu après. Elle a un autre nom? Le chrysanthème. Pâques. Non, Le chrysanthème. Non. C'est le C'est lys? le muguet? non, non. La violette. Elle s'appelle la bouvardie, cherchez pas un autre nom. En principe, c'est vous qui auriez dû dire Ah, que c'est c'était une- une plante, mais je l'ai dit parce que je me C'est une sens fleur personnellement qui favorise la impliqué. fécondité. Alors, en principe, un peu avant. Qui Quand on est enceinte. qui est un stimulant sexuel, quoi. Mais non, c'est pas un stimulant sexuel. Bouvardi, enfin, stimulant sexuel, vous l'avez vu? On l'a... Exagéré, quand même. C'est un aphrodisiaque, non? Non, pas du tout. C'est une fleur qu'on offre dans une certaine circonstance. Quand la jeune femme est Est enceinte. enceinte. Non, Quand elle est vierge. non. Quand on l'a... Là, c'est pas la fleur que vous offrez, c'est la tige. C'est marguerite, non? Non. Quand on mais est- non, mais on a Oui, dit non, que mais je sais bien, c'était oui, des mais ça bouvardies. ressemble à- on cherche ce que... Quand on est Oh, amoureux, bouvardi. quand on est libre, célibataire. Alors- C'est le fameux tiare qu'on met. On l'est plus à ce moment-là. On vient de Au se marier, mariage. Au mariage. Exactement. C'est la couronne de mariage. Ça fait partie du bouquet de la mariée. Ah ouais. Mais c'est à quelle couleur? Blanc. Non. Ah, j'ai perdu les fiches. Les bouquets de mariée, c'est blanc. Non, c'est une petite fiche rectangulaire, cherchez pas une grande feuille. C'est rose. Ah, il est perdu. Bon, ben, on ne saura pas, bon ami. Voilà. Rouge, orange ou blanche. Voilà. Un rouge. Jamais J'ai jamais entendu vu un parler bouquet de de cette mariée fleur. rouge, moi. Orange non plus. Vous êtes sûr? C'est là-bas au Brésil. Nous, c'est blanc. C'est une question Bouvardi. qui vient de Monsieur Marandon. Qui est Ah, un- bah, c'est indiscutable, alors, bon. si c'est de M. Marandon. Pardon, M. Marandon, de ne pas avoir pu répondre à votre question. Et si on a fini. Bah oui, on a répondu Oui, finalement. mais pas à moi, puisque la question s'adressait à moi. Tu vois bien l'état dans lequel je suis. Mais tu t'es jamais marié, c'est Et normal. comment définiriez-vous le Si, j'ai été bouvardisme? marié 2 fois, tu fous. Comment définirions-nous le bouvardisme? C'est une secte. Non, c'est que, Philippe Labro, c'est pas une très gentille question parce qu'il va falloir qu'on revienne, nous. Il faut qu'on y aille sur la pointe des pieds, surtout. J'ai remarqué que Philippe ne réagit même Ah, pas. pas du tout, mais là... Non, mais je pense d'ailleurs que si nous constituons quelque chose, c'est pas une secte, mais une vraie famille. Voilà. Et je m'enorgueillis d'avoir eu d'aussi beaux enfants. qu'il est mignon. Oh, le petit miminou. Oh, le miminou. Et jamais une césarienne. Hein. Il est formidable, le papa. C'est comme Philippe, ça fait presque 50 ans que je connais cet oiseau-là. Oui, évitez ce genre de propos qui ne nous rajeunit pas tous les deux. Oh ben non, mais vous faites très jeunes tous les deux. Hein. Oui, hein? Non, vous assumez parce que vous vous faites teindre en blanc. Comment? Vous n'avez pas les cheveux naturellement blancs Bien comme sûr ça. que si. C'est vrai? Oui. Bah, il a la barbe qui est pareille. Bah alors? Oui, mais ça peut se teindre tout Non, ça. non, non. Non, je regarde tous les matins la photo de Victor Hugo et j'essaye de lui ressembler. Vous savez, j'ai connu Jean-Claude quand il était débutant, hein, 20 comédien. ans. Il y a plus de 20 ans. Enfin, il avait 20 ans, Oui. mais il y a plus de 20 ans de cela. Nous nous rencontrions dans les couloirs d'une station de radio où je débutais. Et on se regardait et il me disait « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. » Voilà. Eh bien, regardez le résultat. Mais je crois que je l'ai connu avant vous. Oui. Moi, je l'ai connu, il était sur le sable, mais enfin celui de De Cannes, Cannes, quand oui. même. Hein. Il attendait sa Et chance. je cherchais une perle et je l'ai trouvée. Un petit bouvard. Il attendait sa J'ai une chance. photo de nous tout jeunes devant une voiture décapotable, je me rappelle. Avec un petit seau, une pelle. Oui. Une question un peu hors propos en ce qui concerne le livre, mais pas en ce qui vous concerne. Quels sont les avantages d'une programmation très tardive à la télévision? Vous
faites allusion à l'émission que j'anime sur France 3 qui s'appelle Ombre et Lumière. Ben, l'avantage, c'est que personne vient vous dire t'as pas fait ta part de marché, Coco. C'est important. Donc vous êtes libre. Et le deuxième avantage, les dirigeants de chaîne dorment d'ailleurs à cette heure-là. Oui. Tout le monde dort sauf les insomniaques, par définition. Ça fait du monde, hein. Et voilà. Et les insomniaques, s'ils sont insomniaques, c'est qu'ils réfléchissent, c'est qu'ils sont un peu névrosés, ou alors c'est qu'ils viennent d'un dîner, d'un spectacle. Donc ce sont les gens de la nuit, et les gens de la nuit ont un intérêt, une curiosité, et au fond c'est pas plus mal. Moi, il faut leur parler sur un certain ton, faut pas les brusquer, les gens de la nuit. Non, il faut être très... Oui, il faut avoir le ton de la nuit. Le ton de la nuit, c'est un ton très différent. Vous n'interrogez pas quelqu'un à minuit comme vous l'interrogez à 17h. Alors, vous avez donc émis des regrets, chemin faisant, et c'est ce qui donne son originalité au livre, ses retours à la fois sur vos portraits et sur vous-même. Bon, par exemple, vous regrettez d'être un peu passé à côté de Kennedy, hein? Passer à côté, c'est-à-dire que je me suis peut-être trop attaché justement aux apparences. Oui, vous aviez dit qu'il était roux, ça c'était la... Mais bon, il n'y avait même pas besoin d'aller le voir pour dire ça, hein. Si, parce qu'à l'époque, les photos étaient en noir et blanc. Il n'y avait pas encore la couleur comme partout, et je dois dire, bon, mais c'est une insolence, c'est une manière de débuter un article en disant, la première chose qui m'a frappé quand j'ai rencontré Kennedy, c'est qu'il était roux. Alors évidemment, c'est pas ce qui frappe le plus. Ce qui frappe le plus, son pouvoir, son charisme, sa séduction, c'est qu'il représente la nation la plus puissante du monde. Donc là, j'ai voulu faire un peu l'insolent. Non, je suis pas vraiment passé à côté, mais disons, je me suis trop attaché à son allure, et puis je n'ai pas assez fouillé, mais à l'époque personne ne le savait, ou très peu de gens, sur les horreurs de sa vie privée. Après le portrait de Woody Allen, vous dites très franchement, j'aurais vraiment pu faire mieux. Mais vous ajoutez qu'il ne vous a consacré que 12 minutes 30. Oui, c'est ça, il fait partie, c'est un truc exaspérant pour un journaliste. Quand une star américaine, en général, débarque à Paris, ils ont une journée pour vendre leur film, pour faire leur promotion. Alors... Oh, vous avez connu ça aussi, hein? Oui, mais enfin, j'essaie de donner un peu plus de temps aux confrères. Donc les confrères défilent de 9h du matin à 9h du soir, et t'as l'attaché de presse qui est là à côté, et qui regarde sa montre, et au bout de 10 minutes, il dit « Your time is up ». Ça y est, c'est fini. Votre tour est passé. Donc des Chinois... Pardon? Oui, il y a des Chinois, il y a des Russes. À Cannes, c'est épouvantable. Épouvantable, Jean-Claude. Parce qu'ils ont 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Donc on peut rien obtenir, on peut rien comprendre ni savoir. Pour les actrices, c'est bien, elles n'ont pas le temps de dire leur âge, mais enfin... c'est vrai que c'est rapide. Monsieur Schell demande, où trouve-t-on la promesse faite aux hommes d'un orgasme perpétuel? Ah, c'est dans le Coran, paradis. non? Au paradis. C'est dans le Coran. C'est dans le Coran, exactement. Un orgasme perpétuel, ce qui est quand même très fatigant, hein, avec des dames qui sont en quelque sorte les hôtesses du paradis. Voilà, c'est ça. 60 vierges. Les vierges, oui. Ouais. Pour nous, ça fait trop. Oui. Pour elles aussi. Oh, ne faites pas le malin, sérieux. Oh là là. Regardez le chef de l'État, il n'a pas la Vierge, il a Bernadette. Déjà, dans quel état il est, hein? C'est bientôt la Saint-Bernadette. Ah oui, absolument. Faudra faire quelque chose, je crois. On va faire une collecte pour les pièces jaunes, on va lui... Non, ou les nouveaux euros, les centimes d'euros. Les oranges, là, les Faut pièces lui donner à à l'endoigt. Oui, c'est ça. Ah, c'est affreux, ces pièces-là. On peut pas s'en débarrasser de cela. Écoutez, ça colle tellement au doigt que les gens qui vivent de pourboire se plaignent de ne plus rien avoir le soir quand ils comptent la recette de la journée. Hein. Et dans les églises? Dans les églises, ça a beaucoup baissé. Hein. Il y en a qui fréquentent beaucoup les églises. Ouais, absolument. Il y a un paupérisme. Vous êtes pratiquant? Moyen. Alors, expliquez. Une fois par semaine. Une fois tous les combien? Pas avec l'arqué, à l'église. Non. Moi, je suis un petit peu comme tout le monde. C'est-à-dire que lorsque j'ai besoin de quelque chose, je vais faire un petit tour à l'église pour demander. Ah bon? Ouais. Et on te donne. Ça arrive. Mais tu vas à laquelle? Je vais à côté de chez moi, où j'ai été baptisé. Ah, t'as été baptisé? Ah ouais? Que de nouvelles. Attends, j'ai même été confirmé par un mec qui est devenu pape. Non. Roncalli. Roncalli. Oui. Roncalli. T'es sympa, Jean. Qui était nonce apostolique à Paris à l'époque. Oui, exact. C'est lui qui m'a fait la petite tape. Ah, dedans. C'est pour ça que je suis un saint. C'était en 1900. Vous voyez pas le... Petite auréole? J'ai vu des auréoles, mais plutôt sous vos bras que... Alors vous avez dans ces cas-là, puisqu'il s'agit d'une intercession très personnelle et motivée par l'intérêt, vous avez une petite prière bien à vous. Prière normale. Ah bon? Oui. Alors par exemple, si vous avez envie d'aller faire un reportage très loin... Oui, non, pour un ami qui est malade, pour que ça se passe bien, des trucs comme ça. Ah, pour les autres, parfois.
Oui. Donnez-nous notre Jospin quotidien. Madame Laurette de Bourg-en-Bresse demande quelle est la prédiction la plus juste que fit Jules Verne dans son livre De la Terre à la Lune. C'est qu'on pourrait simplement y aller. Oui, mais enfin, La ça, durée c'était un postulat qui était très large et La durée Cyrano en avait parlé avant lui. La durée du voyage. Non. Qu'on L'état puisse, de la se Lune. poser, qu'on puisse se poser dessus. Non. Les L'état de la cratères. Lune, le non. fait qu'il n'y avait personne. Les cratères sur la Non. Lune, non. Et quelque chose qui s'est profondément vérifié quand, effectivement, on s'est rendu sur Qu'il y avait la de l'eau dessus. Non. Il n'y a pas d'eau sur Il y en la a Lune. pas. Alors, on n'a pas besoin d'aller sur la Lune pour vérifier cette prédiction. On peut taper dedans et ça fait du bien. Elle est ronde. Monsieur Coff. Ah oui, ça vous va bien de jouer les moralistes, hein? Ah bah bravo. C'est tout ce que ça vous suggère, Jules Verne. Tapez dans la Lune. J'ai dit ça comme ça. C'est un rapport avec la Terre. Ça a un rapport avec le cérémonial. Qu'elle tourne autour. Non, ça se passe au moment du début de la tentative. De la tentative de décollage ou De décollage de la fusée. C'est-à-dire que quand on part du Cap Canaveral et c'est là que ça se passe. Oui, alors allez un peu plus loin. Aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle. Oui. Et ben il y a la poussée de la. Il y a la poussée Oui, de la... oui, mais oublions ça. oublions. La Floride, on part de Floride. Alors, il avait situé le lancement de sa fusée à Tampa Town. C'est l'emplacement De Cap- exact de Cap Canaveral. de Cap Kennedy aujourd'hui. Voilà. C'est extraordinaire. Oh, ce Verne quand même. Ça, c'est incroyable. Ah, c'était pas n'importe qui. hein. Ah là là, quelle imagination. D'ailleurs, on dit souvent le caverne, tellement on en parle beaucoup, depuis longtemps. Ah, mais très L'auditrice du jour, c'est Marie-Gabrielle Marchal, qui est infirmière à Vionville, dans la Moselle. Bonjour, Madame Marchal. Bonjour. Je sais que vous êtes une des admiratrices de Jean-Pierre Coff. Oui, c'est ça, oui. Alors, Nous avons la même passion. Pourquoi? Pour l'andouillette. Ah Bonjour. Bonjour. Ah, le séducteur. Et vous l'aimez à la ficelle? Oui, dans toutes ses formes, j'aime l'andouillette. Et vous la faites griller ou rôtir? Les deux. Moi, Ah oui. Mais je la préfère, moi, avec une petite sauce à la moutarde après. Que Ah je oui. laisse dessus. Ça doit piquer. Non, parce que je fais moitié moutarde, moitié crème. Ah, c'est intéressant, dites donc. Ça fait grossir ça, non? Oui, mais bon, quand on mange de l'andouillette, on s'en moque après tout. Ouais. Vous aimez donc ce très très léger petit goût de merde? Oui. Hein? Oui, mais le problème, c'est qu'on n'en trouve plus de la bonne. Ah, vous, écoutez, c'est un problème justement que je voulais aborder avec vous. La bonne se fait rare. Oui, Hein? vraiment, c'est une catastrophe. Alors moi j'ai trouvé un boucher qui est un charcutier qui est près d'Arroux et qui ont fait de la grosse. Moi, je préfère... Non, j'aime pas trop Un nommé Larquet, non? Ah, là. Non, lui c'est plutôt le saucisson de Lyon, lui. Mais est-ce que vous allez finir? Mais les allusions permanentes. Ah oui, il y a une émission où il n'y a pas eu trop de cul, ça vous démonte. Pas possible. On parle d'andouillette et immédiatement vous y voyez une allusion. Mais est-ce que vous allez arrêter un jour? On vient pas ici pour ne parler que de ça. Pardon, Madame Maréchal. Mais c'est justement, Monsieur Coff, je trouve que vous ne défendez plus assez l'andouillette. On ne vous entend plus parler de l'andouillette. Et j'aimais bien quand vous parliez de la façon de la cuisiner et tout ça. Je trouve que vous ne défendez plus assez l'andouillette. Et bon, je pense que les allusions expliquent le pourquoi de la chose. Ah oui, laisse tomber l'andouillette. Hein. Voilà. Non, il l'a défendu encore récemment. On a raconté quelque chose qui était drôle et il a fait ah. Vous voyez, comment voulez-vous qu'on puisse vraiment défendre une grande spécialité nationale quand vous êtes constamment moqué? Voilà. Non, mais je partage votre douleur, Monsieur Coff. Ça c'est bien, je suis content. Mais j'aimerais mieux partager une andouillette avec vous. Vous pouvez peut-être vous voir. Oui, si vous voulez. Non, objectivement, je connais une adresse où il y en a de la bonne. Ça serait pas mal qu'on la casse ensemble. Ah oui, mais si c'est pas trop loin de la Moselle, je veux bien. Mais vous savez que je suis pas loin de la région. Ah non, je ne sais pas. Comment? Moi, je suis né à Lunéville, chère madame. Ah oui. Donc, vous voyez, on peut faire chacun un petit bout de chemin. Puis vous êtes marié? Oui.
Ah bon, bah ça fait rien, vous viendriez à Paris passer un week-end. Vous pouvez toujours venir passer à Paris. Oui, si vous dites à votre mari, je viens voir Cop et partager une andouillette avec lui, à mon avis, il vous laissera partir. Je ne sais pas. Bah, demandez-lui, puis rappelez-moi, vous verrez, ça se fera très bien. Voilà. Merci, Madame Marchal. J'en ai une belle pour vous. Il était très bien son numéro de séducteur. Hein. Oui. Le bonjour était Ouais, extraordinaire. le bonjour était magnifique. Et alors, c'est séducteur tous azimuts, parce que oui. l'autre jour, on avait un chauffeur routier, ça s'est passé de la même façon. Et vous avez, bien, vous avez c'est aussi bien. parlé d'andouillette avec le routier? Oui, pas exactement. De saucisses. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jean-Claude Brialy, Thierry Roland, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Jean-Pierre Coff et l'invité d'honneur Philippe Labro. Aujourd'hui, la reine d'Angleterre, ça fait 50 ans qu'elle est sur le trône, aujourd'hui. Oui, mais elle est la seule à jubiler, apparemment, parce que Tout le monde s'en fout, paraît-il. tout le monde s'en fout. Elle aurait dû essayer les dragées fugaces. Alors, à ce propos, je dois vous dire que beaucoup d'amis qui vous écoutent très régulièrement, et hier, quelqu'un me faisait réflexion, mais qu'est-ce qu'ils ont donc à s'attaquer aussi souvent à la famille d'Angleterre? Vous, ici, aux grosses têtes, c'est quand même devenu le sujet numéro un. Moi, j'ai dit ça fait 50 ans qu'elle était sur le trône. C'est Non, plutôt gentil. ouais, on l'aime bien. Il n'y a pas d'émission qui se passe sans que vous soyez dévastateur à propos de ces braves gens qui vous ont rien fait de mal, franchement. Non, mais c'est... Non, mais pour- justifiez-vous un peu, s'il vous plaît. je vais vous le dire, parce que je suis un peu responsable. Souvent, je les lance là-dessus. D'abord, c'est une admiration sincère pour cette famille de tarés très riches. Non, mais j'ai appris ce matin que la reine a 30 femmes de chambre et que tous ses costumes de la journée sont posés précis. Elle change toutes les 2 heures de robe, de tailleur, parce qu'il y a un tailleur pour telle cérémonie. Tu te rends compte? Elle se salit beaucoup, peut-être aussi. tu sais. D'inépuisable. Hein. Et puis, il faut compter avec l'amour que les républicains portent aux têtes couronnées. Ah oui, oui, ça c'est très clair. Ouais. Est-ce qu'elle porte une gaine, la reine d'Angleterre? Non. Parce qu'elle est un peu... Ah oui, elle est un peu, voilà, on a l'impression que ça va tomber tout le temps. Alors, les coudes près du corps, comme ça, pour retenir. La reine mère, elle porte pas de gaine en tout cas. Et elle va pas de beaucoup culotte. mieux, la reine-mère. Bien sûr. Ça y est, elle Elle est va- sortie d'affaires. Elle a eu un passage difficile entre 70 et 100 ans. Oui. Mais là, maintenant... C'est ça y est. reparti pour un tour. La dernière citation vient de Monsieur Tricot, qui habite Le Havre. C'est mon synonyme, ça, tricot. C'est une branche française, parce que les t-shirts, c'est la branche américaine des maillots. Il y avait un haut fonctionnaire élyséen qui s'appelait Tricot. Ah, bah, évidemment. Oui. Le rapport sur le Rainbow Warrior, Bah, c'est avec- le rapport tricot. Oui. Alors, quel est l'écrivain, poète, qui a dit « Pour lire Freud, mettez-vous des testicules en guise de lunettes ». Et c'est pas n'importe qui, hein. Mort. Il est mort. Oui, il est mort. Il y a longtemps? Il y a... Oui, il y a... C'est français? Vous C'est un n'aviez pas encore rencontré Larquet. Non. C'est un poète, c'est Français. Tristan Bernard, non? Non, pas un humoriste. Pas un humoriste. Un écrivain qui, dans l'histoire de la littérature française, a joué un certain rôle. Zola, Non, c'est après Zola. après Zola. Mauriac. Non. Gide. Il n'avait rien d'un académicien, rien d'un prix Nobel, mais il a joué un certain rôle dans les lettres françaises. Après la Deuxième Guerre mondiale, vous le situez plutôt dans les années 50? Non, avant. Ah. Avant, entre les deux guerres. Dans les lettres Des lettres françaises. Daudet, alors, non? Un romancier. On lit encore ses œuvres aujourd'hui? Pas beaucoup. Plus essayiste et poète que romancier. Mais il est à l'origine d'un mouvement littéraire important. Surréaliste. Ah, le... Non. C'est pas le français. Paulan. Non. C'est... Attendez, Mince alors. Oh, vous connaissez que ça, tous. Je suis désolé, si j'avais su, je vous l'aurais envoyé hier, la question, mais j'ai pas eu le temps. Thierry, ça te dit rien? Rostand, non? Attendez, si Thierry répond, c'est que c'est truqué.
Ça commence par quelle lettre? Oh, on va pas jouer à ce petit jeu-là par un B. C'est Bernstein. Bernanos. Béraud? Non. Pierre Benoît. Non. Eh ben vraiment, je pensais pas que Monsieur Tricot allait gagner 150 €. Ah, bravo. C'est pas mal. Qu'on allait l'applaudir vigoureusement. Car celui qui a dit pour lire Freud, mettez-vous des testicules en guise de lunettes, c'est André Breton. Je vous ai dit sur Alice, vous n'avez pas voulu m'écouter? Que Je vous ai dit surréaliste. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai, il a dit surréaliste et vous avez dit non. J'ai dit non. Ah bah, faut savoir. Alors je vais vous dire. Oh non, mais C'est truqué. J'ai compris, ils sont truqués. Ah oui, c'est vrai que c'est truqué. C'est vrai que le jeu est truqué. C'est bidon. Oui, oui, c'est honteux. Non, J'ai tout ça, c'est pour compris, faire gagner pardon. du fric à Monsieur Tricot. Je fais un monde honorable, j'ai C'est un compris copain à vous, monsieur journaliste. Tricot. C'est sûrement un de vos copains, monsieur Tricot. Évidemment, mais il C'est touche. pas la première fois que ça arrive dans cette émission, là. Et il touche. J'ai déjà vu faire. Il touche, Jean-Pierre. Mais bien sûr, la moitié. Mais bien sûr. 75 pour lui, je m'en doutais de ce Bon, point. alors, voilà, de toute façon, Monsieur Tricot va recevoir le mandat et Philippe Labro, qui n'en a pas besoin, vos applaudissements qui le remercieront en même temps d'avoir été notre invité d'honneur. À demain.